Voyager en Iran amène à réviser quelques idées reçues. Saviez-vous par exemple qu'à Téhéran, on peut pratiquer le ski ? La capitale iranienne s'étage en effet au pied des monts Alborz, la chaîne de montagnes qui la sépare de la mer Caspienne, dont le sommet, le mont Demavend, culmine à 5671 mètres. Au nord de la ville s'achève la construction de la tour de télécommunication Milad, haute de 435 mètres. Pour ma première visite en solitaire, dans le parc Laleh, c'est à peine si j'osais sortir ma caméra, conditionné que j'étais par l'image d'austérité du pays. La crainte de mal faire, de heurter peut-être en filmant ce qui ne doit pas l'être, et de me retrouver en butte à l'hostilité. Mais la tranquillité du parc et les regards accueillants m'ont fait vite oublier mes préventions. Tôt le matin, le parc est un lieu d'activité physique qui ne se distingue guère de ceux d'autres pays que par la stricte tenue vestimentaire des femmes. Foulard et manteau long restent obligatoires, même pour les activités sportives. Près du parc, ce bâtiment abrite le musée des tapis, qui expose une belle collection de ces fameux tapis persans qui ont fait la réputation du pays depuis des siècles. Les tapis se distinguent selon leur site d'origine, leur matière, leur motif et surtout leur densité, qui peut atteindre 1 million de nœuds au mètre carré. Téhéran est quadrillé de larges avenues. L'agglomération s'étend sur 30 km du nord au sud et 50 km d'ouest en est. Le musée archéologique a été construit par l'architecte français André Godard. Il dirigea le service archéologique iranien des années 30 aux années 60. Dans ces vitrines sont exposés des objets dont les plus anciens remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Ce chapiteau à double tête de taureau nous fait entrer dans la période achéménide, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Ce centaure ornait une colonne dans un palais de la célèbre capitale des Achéménides, Persépolis. Assis sur son trône, les pieds posés sur un tabouret, Darius le Grand reçoit en audience publique. Un prince mède lui rend hommage sous l'œil vigilant des gardes du palais. La scène représentée se déroule dans l'Apadana, le hall d'audience du palais de Darius à Persépolis. Nous en découvrirons plus tard dans le voyage les vestiges. Toujours à Téhéran, le musée Reza Abbasi conserve de belles pièces de vaisselle en or de l'époque achéménide. Avec cette coupe, on fait un bond de 10 siècles en avant, aux alentours du 6e siècle. Nous sommes à l'époque sassanide. Le musée présente de belles collections d'art islamique. C'est dans la deuxième moitié du 7e siècle que la Perse est devenue musulmane.
La miniature persane est un art à part entière. Cette pièce a été produite au XVIe siècle par les ateliers de Cachan. Elle illustre une scène de chasse décrite dans le Shahnameh, l'épopée légendaire de l'Iran, écrite au Xe siècle par Ferdoussi. Au nord de Téhéran, le quartier de Darband est une des promenades préférées des Téhéranis. Les gourmands y trouvent leur confiserie préférée. Ici, des couples se tiennent par la main. Ils flottent dans ce quartier comme un air de liberté, parfois troublé par l'arrivée des Bassidj, ces miliciens religieux qui font régner l'ordre des ayatollahs. C'est le quartier des maisons de thé, souvent bondé pendant les week-ends, où l'on vient se détendre en profitant de la fraîcheur du torrent. Les jeunes trouvent ici un peu d'intimité. À cette table, une jeune fille fume le narguilé. Son amie s'est faite refaire le nez, une opération très courante chez les jeunes iraniennes. Dans cette demeure du XIXe siècle, qui abrita un temps l'ambassade d'Égypte, puis une banque, l'impératrice d'Iran, Faradiba, décida d'installer un musée du verre et de la céramique. Les belles collections sont superbement mises en valeur par la conception moderne des vitrines du musée, pour lesquelles l'impératrice avait fait appel à des muséologues italiens. Comme sorti d'un film de science-fiction, ce bloc illumine une collection de flacons. Ce très beau pichet en verre moulé est contemporain. Il s'inspire d'une pièce du Xe siècle. À défaut de pouvoir vous montrer, dans les sous-sols blindés de la banque Méli, les fabuleux joyaux de la couronne accumulés depuis des siècles par les souverains iraniens, nous allons visiter, à Saadabad, le palais d'été du dernier Shah d'Iran. La façade austère du palais blanc abrite de vastes pièces, un peu décatilles. Les vieilles américaines sont livrées aux visiteurs. Devant le palais, les bottes de bronze d'une statue du Shah rappellent sa chute en 1979. Un ancien carrosse ne sert plus qu'aux photos. Il a fait place au calèche de cinéma. Le parc sert de décor pour le tournage d'un film. Une vingtaine de pavillons étaient construits dans le parc de plus de 400 hectares. Ils ont été transformés en musée. Le Palais Vert a été construit en 1925. Il servait de résidence aux invités de marque. La décoration mélange les styles. Le salon, la salle à manger sont meublés à l'occidentale. D'autres pièces sont recouvertes de mosaïques de miroirs, rappelant la dynastie des Qajars qui régna sur la Perse au XIXe siècle. À 130 km au sud de Téhéran, la ville de Qom est la plus religieuse du pays. Comme dans tout l'Iran, les femmes doivent s'installer à l'arrière des bus, les hommes occupent les places avant. Qom est l'un des plus importants lieux de pèlerinage d'Iran. Depuis 816, elle abrite le mausolée de Fatima, la fille du 7e imam, sœur de l'imam Reza, personnage vénéré de la religion chiite.
Qom consacre l'essentiel de son activité à l'enseignement théologique, au point qu'on la surnomme la ville des mollahs. À la boulangerie, on confectionne de grandes quantités de pain. Le non est un élément essentiel de la cuisine iranienne. Il en existe plusieurs sortes. Ici le lavash, une galette extra fine à base de farine blanche. De Qom, nous continuons la route vers le sud-est, en direction de Kashan, qui fut autrefois l'une des plus prospères oasis d'Iran. La mosquée Aga Bozorg date du XIXe siècle. Sa cour abrite en contrebas un jardin entouré des cellules d'une madrasa, l'école coranique. Le mihrab, qui indique la direction de la prière, est construit un peu à l'écart de la grande salle d'entrée. Il est orné de faïences, de stalactites et de calligraphie en stuc. En retournant vers l'entrée, derrière la madrasa, on distingue de part et d'autre de l'Iwan des tours du vent. Elles permettent de rafraîchir l'air. Près de ces anciens remparts, Kashan a conservé une glacière de l'époque safavide. Au XVIe siècle, ce type de bâtiment aux trois quarts enterré permettait de conserver plus longtemps les réserves de provisions. Par cette porte, plutôt modeste, on pénètre dans l'une des plus belles demeures de Kashan, la maison Boroujerdi. Il fallut 18 ans à 150 bâtisseurs et décorateurs pour achever sa construction en 1892. L'Iwan est surmonté d'une élégante tour du vent à 6 faces, percée d'ouvertures d'aération. Ce système prodigue un air rafraîchi dans la salle de réception, située juste en dessous. Sous la coupole à stalactites, la décoration intérieure, avec ses fresques et ses stucs un peu chargés, est représentative de la période Qadjar. Dans ces belles demeures, au cœur de l'oasis, le bassin central avait pour fonction d'embellir le jardin et de rafraîchir la maison. À quelques pas de la maison Boroujerdi s'élève le mausolée de Chazdé Ibrahim, un personnage vénéré de l'islam chiite. Le chiisme est né d'une scission en 632 à la mort du prophète Mahomet. Selon les chiites, l'inspiration du prophète s'est poursuivie après sa mort à travers sa descendance dans la lignée d'Ali, cousin et gendre de Mahomet. Alors que pour les sunnites, majoritaires dans l'islam, l'interprétation de la parole divine ne peut reposer que sur les hadiths, les recueils des actes et paroles de Mahomet, chez les chiites, c'est l'imam, en tant que descendant du prophète, qui peut transmettre et traduire la parole divine.
L'islam chiite est la religion officielle de l'Iran, à laquelle 90% de la population appartient. Toujours à Cachan, la maison Taba Tabahi est un autre bel exemple des demeures des riches marchands de l'Oasis. Elle a été construite en 1774. Chaque extrémité du bassin central est fermée par un iwan. L'aile nord de la maison était habitée pendant la saison chaude. Celle située au sud, qui recevait la lumière du soleil, était occupée pendant l'hiver. Sur les murs de l'Iwan, les décors de stuc sont caractéristiques de l'époque Kadjar. Les belles maisons de Cachan, superbement restaurées, sont désormais la propriété de l'État iranien. À quelques kilomètres de Cachan se trouve l'un des plus célèbres jardins d'Iran, le Bagh Effin. Au pied d'une montagne, d'où jaillit une source, Abbas Ier, le grand shah de la dynastie safavide, se fit construire au XVIe siècle un jardin à la persane. Le jardin traditionnel s'organise autour d'un pavillon central. Les canaux et les allées divisent l'espace en 4 rectangles égaux. Le jardin persan reproduit la vision de l'islam, du paradis terrestre et des délices célestes. À l'époque des Kadjars, on construisit de nouveaux pavillons et le jardin de Fine fut agrandi de nouvelles allées. Le plan du jardin persan s'exporta dans tout le monde musulman, de l'Alhambra de Grenade à l'Inde des Moghols. À 70 km au sud de Cachan, le village d'Abiané se niche à flanc de montagne à près de 2500 mètres d'altitude. Ces maisons de pisé sont caractéristiques d'une architecture traditionnelle de la montagne iranienne en voie de disparition. La plupart remontent à l'époque safavide au XVIe siècle. Très attachés à leurs coutumes, les habitants d'Abiané portent encore les vêtements traditionnels. Larges pantalons noirs pour les hommes, chemises et foulards aux couleurs vives pour les femmes. Nous sommes avec le réparateur des lampes à pétrole. À l'extrémité du village, une terrasse offre de belles vues sur la vallée et les montagnes environnantes. Dans la petite école d'Abiané, comme souvent, les filles étaient plus sages que les garçons.
La route du Sud-Est traverse les étendues désertiques. C'est le moment de récupérer pour Haïdar, l'aide-chauffeur. Et aussi pour nos accompagnateurs, Mehdi et Frédéric, grâce à qui nous apprenons jour après jour à connaître l'Iran. Dans la petite ville d'Ardestan, derrière la glacière et ses tours éoliennes, on découvre la mosquée Jameh, la mosquée du vendredi. La mosquée d'Ardestan est l'une des toutes premières à avoir été conçue selon un plan à 4 iwan. Elle a été bâtie sous les Seldjoukides au XIIe siècle. La voûte de l'iwan de la salle de prière a conservé de belles calligraphies en stuc. La salle de prière est dominée par une belle coupole aérienne. Le mihrab est double. À l'origine, ces dentelles de plâtre étaient peintes de couleurs vives. L'impeccable Mohamed se désaltère. Nous poursuivons la route sur le plateau central en direction du sud-est. Dans la petite ville de Naïn, la mosquée Jameh est l'une des plus anciennes d'Iran. Elle a été construite au Xe siècle. À la différence de la mosquée d'Ardestan, la mosquée de Naïn est construite selon un plan de type arabe, avec une cour bordée d'arcades. Mais les décorations de briques des piliers sont quant à elles typiquement iraniennes. La salle de prière est de type hypostyle, comme les anciennes mosquées arabes. Le minbar date du XIVe siècle. Dans la cour, un escalier conduit à la salle d'hiver, construite en souterrain. Un vieux rempart construit par les Sassanides domine encore l'oasis de Meibod. Récemment restauré, le caravansérail et la glacière remontent à l'époque safavide au XVIe siècle. Le caravansérail a été transformé en restaurant. Le centre de la cour est occupé par un puits. À l'entrée du désert de Lut, Yazd était une étape importante sur la route des caravanes. Elle conserve un temple de la religion zoroastrienne, pratiqué en Iran
depuis 600 ans avant Jésus-Christ. Le Dieu suprême est Ahura Mazda et ses préceptes pourraient se résumer à la triade bonne pensée, bonne parole et bonne action. Dans le temple, on entretient un feu perpétuel qui brûlerait depuis l'an 470. Dans la religion zoroastrienne, la terre et le feu sont des éléments sacrés. Ils ne peuvent entrer en contact avec les corps, et l'enterrement et la crémation sont donc des pratiques funéraires interdites. Chez les zoroastriens, les cadavres étaient donc transportés au sommet des tours du silence, où on les exposait sur un sol en pierre. En peu de temps, les oiseaux déchiquetaient les corps, dont les os étaient ensuite jetés dans un trou au centre de la tour. De nos jours, les zoroastriens sont inhumés dans le cimetière situé en contrebas, dans des tombes tapissées de ciment. C'est au fond d'une ruelle tranquille que s'ouvre le spectaculaire portail de la mosquée Djamé de Yazd, surmontée de ses 2 minarets. L'ensemble culmine à 57 mètres. Cette mosquée du Vendredi a été construite par la dynastie des Mozaffarides au début du XIVe siècle. De la cour, on traverse l'Iwan pour pénétrer dans la magnifique salle à coupole. Le superbe mihrab associe le jaspe et la céramique. Cet artisan travaille à la restauration de carreaux de faïence. Nous avons quitté la mosquée du Vendredi par la salle de prière. À quelques pas de la mosquée, c'est dans cette boulangerie qu'était fabriqué mon pain préféré du voyage, délicieusement parfumé aux herbes. À l'ouest de Yazd, le jardin de Dolat Abad appartenait à la résidence du gouverneur de la ville. Avec ses 33 mètres, la tour éolienne était l'une des plus hautes d'Iran. Elle procurait un air rafraîchi dans le pavillon, où le gouverneur venait se détendre. La décoration du pavillon, construit au milieu du XVIIIe siècle, est de style Qadjar. Cette longue façade était l'entrée du Tekiye, un théâtre construit au XIXe siècle pour accueillir la célébration annuelle de la mort de l'imam Hossein. Le théâtre a été détruit, mais Yazd a conservé son beau portail, le Pishtak. Lors des processions d'Ashura qui commémorent l'assassinat d'Hossein par les sunnites, le Nahal symbolise le cercueil de l'imam. Il est porté dans toute la ville par des dizaines d'hommes qui se relaient sans cesse, en s'autoflagellant parfois jusqu'au sang, pour exalter les cœurs blessés
de l'âme chiite. À quelques pas de là, 5 tours du vent signalent une ancienne citerne. En cette fin d'après-midi, les allées du bazar de Yazd étaient peu fréquentées. À la tombée du soir, on reconnaît la mosquée de Jamé, puis les tours éoliennes qui apportent la fraîcheur dans cette zone désertique. Sur un toit, quelqu'un élève des pigeons. Un dernier regard sur Yazd avant de poursuivre le voyage vers le sud. Le caravansérail Zine od-Din a été construit au milieu du désert sur ordre de l'empereur Shah Abbas Ier. Vers l'an 1600, il fit construire un réseau de 999 caravansérails destinés à dynamiser le commerce des caravanes avec l'Extrême-Orient. Il y a quelques années, ce caravansérail a été restauré avec soin pour être transformé en hôtel de charme. Dans ce caravansérail, le voyageur peut devenir caravanier d'une nuit dans des chambres seulement fermées par de lourdes tentures et au confort un peu sommaire. En chemin, ces plantations de pistachiers viennent nous rappeler que cette région produit les meilleurs pistaches d'Iran. La ville de Kerman est située à 1800 mètres d'altitude, dans la vallée d'un massif montagneux qui la protège du climat désertique du désert de Lut. Sur la place centrale de Kerman, il est facile d'imaginer que se sont croisés ici depuis des siècles les caravaniers venus d'Europe ou d'Extrême-Orient. La ville est proche du Baloutchistan iranien et au-delà du Pakistan et de l'Afghanistan. Le hammam Ganjali Khan a été construit en 1631, à l'époque safavide. Soigneusement restauré, il a été transformé en musée ethnologique où des mannequins de cire reproduisent les activités d'autrefois. Ce large portail marque l'entrée du bazar, sans doute l'un des plus authentiques d'Iran. Cet impressionnant portail est celui de la mosquée Jamé de Kerman, construite au milieu du XIVe siècle
par la dynastie locale des Mozaffarides. La décoration des façades de la cour date de plusieurs périodes. C'est une sorte d'inventaire des différentes techniques de l'émaillage. Les panneaux glacurés, au décor bleu et blanc d'inspiration chinoise, étaient très prisés des Safavides. Le superbe mihrab est à lui seul un chef-d'œuvre de faïence. En traversant le désert de Lutte, Mohamed est comme toujours en pleine forme. Haïdar est bien réveillé. Et Frédéric nous donne quelques explications. Sur la montagne, c'est très varié. Parfois, ça peut être des slogans plus ou moins religieux, du genre tout simplement Ya Ali, Ali, en avant Ali, ou ce genre de choses. La citadelle de Rayen a été fondée par les Sassanides. Mais de cette époque, il ne reste quasiment rien, après les multiples reconstructions opérées par les Safavides, puis les Qadjars. Le catastrophique tremblement de terre de 2003, qui a détruit la citadelle voisine de Bam et tué plus de 30 000 victimes, a conduit de nombreux visiteurs à se tourner vers Rayen, accélérant ainsi la restauration de cette forteresse. Afin de protéger les briques de Pizé, les restaurateurs les ont recouvertes d'un torchis qui donne aux vestiges de Rayen des formes étranges. Un deuxième bastion défendait la partie du palais réservée au gouverneur et à son administration. Le palais du gouverneur comprenait un birouni, l'espace officiel où les hôtes étaient reçus, et un andarouni, la partie privée du palais. Au-delà de ce portail s'ouvre le Bagh Chazdeh, un jardin conçu par un prince Qadjar en 1873. La terrasse du jardin fut un très bel endroit pour déjeuner. En dépit des apparences, nous sommes toujours au milieu du désert. L'eau qui alimente les jardins est captée au pied de la montagne. En passant près de cet élégant mausolée octogonal du XIIe siècle, nous parvenons, dans la banlieue de Mahan, au mausolée de Shah Nematolavali, le fondateur d'une branche iranienne du soufisme. Le mausolée a été construit peu après la mort du saint homme, au début du XVe siècle. Il a ensuite été restauré par les Safavides et surtout agrandi par les Qadjars. De son vivant, Shah Nematolavali était déjà célèbre pour sa poésie mystique, et sa notoriété attirait vers lui pèlerins et disciples. Son mausolée a été construit sur l'emplacement même de sa maison. Au fond du bâtiment se trouve une petite pièce de 4 mètres carrés. C'est là que le saint restait enfermé chaque année pour une retraite qui durait 40 jours. De Mahan,
nous reprenons la route, mais cette fois vers l'ouest. Un contrôle routier vient briser la monotonie d'un désert où vivent encore quelques familles nomades. En route vers Shiraz, nous découvrons, près du village de Sarvestan, les vestiges d'un palais fondé à l'époque sassanide, au début du 5e siècle. Ce palais, bien antérieur à la conquête arabe, montre que les architectes persans maîtrisaient l'art de la construction des coupoles bien avant l'islamisation de la Perse. Ce palais est en grande restauration. Mais imaginez qu'à l'époque de sa construction, la Gaule était encore romaine, traversée par les Burgondes, les Vandales, les Visigoths et les Huns. À l'approche de Shiraz, le paysage se fait plus montagneux et les champs de figuiers s'étendent à perte de vue. Au bord de la route, on peut faire provision de la production locale, amandes et figues. En découvrant ces vestiges de colonnes, il est difficile d'imaginer que l'on se trouve sur le site d'une des grandes capitales de l'Antiquité. Pasargadès avait été construite par le souverain achéménide Cyrus le Grand au VIe siècle avant Jésus-Christ. De l'éphémère capitale ne subsistent que quelques vestiges de palais et de terrasses. À la mort de Cyrus, dont le mausolée est aujourd'hui en restauration, Darius abandonna Pasargadès pour Suse, puis Persépolis.